Le 15 mai 1943, quelque part à l'ouest du Kansas, le soldat Vera Hartmann, âgé de 20 ans, presse son visage contre la vitre du train. Il voyage depuis 3 jours, depuis qu'il a quitté le camp Shanks à New York. 3 jours à regarder l'Amérique défiler. 3 jours à essayer de comprendre ce qu'il voit. Le train ralentit à une autre station poussiéreuse, Amarillo, Texas. Sur le quai, un homme en jambière de cuir et un chapeau à large bord regarde le train. Un vrai cow-boy, pas une affiche de propagande, pas un acteur d'Hollywood, un véritable cow-boy américain qui roule une cigarette, plissant les yeux sous le soleil du désert. Hartmann et 499 autres prisonniers de guerre allemands sont sur le point d'entrer dans un monde que Joseph Goebbels insistait n'existait pas. C'étaient des soldats de l'Afrika Korps pour la plupart, capturés au col de Kasserine, Tunis, Sicile, des hommes qui avaient combattu sous Rommel, des hommes qui s'attendaient à mourir dans le désert. Désert différent, résultat différent. La machine de propagande nazie leur avait dit exactement à quoi s'attendre de la captivité américaine. Barbarie, torture. Les bâtards incultes du Nouveau Monde les traiteraient comme des animaux. Après tout, les Américains étaient mous, décadents, des cow-boys et des gangsters, une nation de races mélangées sans culture ni honneur. Le premier choc était venu sur les navires de transport. Pain blanc, vrai café, 3 repas chauds par jour, plus de nourriture que les soldats allemands n'en avaient vu depuis des mois, les mêmes rations que recevaient les soldats américains comme l'exigeait la Convention de Genève. Maintenant, alors que le train les transporte plus profondément au Texas, les contradictions se multiplient. Par les fenêtres, ils voient des terres agricoles sans fin, des troupeaux de bétail qui s'étendent jusqu'à l'horizon, des derricks de pétrole pompant l'or noir, des villes avec des lumières électriques, des routes pavées, des automobiles partout. Un prisonnier écrira plus tard à sa famille « Les Américains ont tellement de tout qu'ils le partagent même avec leurs ennemis ». Camp Hearne, Texas, à 48 km au nord-ouest de Houston, construit pour 4800 prisonniers. Réalité, une petite ville américaine posée au milieu du pays du coton. Les bus de la gare routière passent par le portail principal. Les Allemands s'attendent à des tours de mitrailleuses, des chiens d'attaque, des gardiens brutaux. Au lieu de cela, ils trouvent des baraquements avec électricité et plomberie intérieure, douches chaudes, toilettes à chasse d'eau, des choses que beaucoup d'entre eux n'avaient pas en Allemagne. Le commandant du camp s'adresse à eux par l'intermédiaire d'un traducteur. Les règles sont simples, travailler 8 heures par jour, suivre les règlements, ne pas causer de problème. En retour, 3 repas substantiels par jour, salaire de 80 centimes par jour en bon de camp, privilèges de cantine, loisirs, courrier de la maison. L'Unteroffizier Friedrich Becker ne peut pas traiter ce qu'il entend. Des salaires. Ils vont payer les prisonniers le même taux que les soldats américains qui gagnent 50 $ par mois. Le lendemain matin, ils rencontrent leur superviseur de travail, pas des soldats, des éleveurs, des cultivateurs de coton, des éleveurs de bétail, des hommes en demi-musée et bottes de cuir, des hommes qui ont besoin de mains pour la récolte. Le système agricole américain nourrit la moitié du monde libre, mais les garçons américains se battent en Italie, se préparant pour la France. Les champs de coton du Texas s'étendent sur des milliers d'hectares. Sans travailleurs, ils pourriront dans les champs. Les Allemands sont la réponse aux prières de chaque fermier. Un éleveur nommé John Davidson examine le groupe de prisonniers. Il a besoin de 40 hommes pour ses champs de coton. Il désigne les Allemands les plus grands et les plus forts. Puis il fait quelque chose qui arrête tout le monde. Il s'avance, tend la main et se présente. Au Texas, explique-t-il par l'intermédiaire d'un traducteur, les hommes se serrent la main avant de travailler ensemble. L'Oberfeldwebel Wilhelm Müller fixe la main tendue. Il y a 6 mois, il combattait les Américains en Tunisie. Maintenant, l'un d'eux veut lui serrer la main comme un égal. Il la prend. La poignée de Davidson est ferme, calleuse, la main d'un homme qui travaille. Les champs de coton du comté de Brazos s'étendent sur des kilomètres sous le soleil du Texas. Le travail est brutal. Dos courbé, doigts saignants, sac de 45 kilos. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit dans ces champs. Les prisonniers allemands travaillent aux côtés des travailleurs migrants mexicains, des métayers noirs, des fermiers blancs pauvres. La hiérarchie raciale que prêchaient les nazis s'effondre sous le soleil du Texas. Tout le monde transpire de la même façon. Le dos de tout le monde fait mal de la même façon. Tout le monde boit dans le même seau d'eau. À midi, Rosa Martinez, la cuisinière du ranch, sonne la cloche du dîner. Les prisonniers s'attendent à du pain et de l'eau. Au lieu de cela, ragoût de bœuf, pain de maïs, thé sucré,
tarte aux pommes. Rosa ne parle pas allemand. Les prisonniers ne parlent pas espagnol, mais elle verse des portions supplémentaires dans leurs assiettes et sourit. La nourriture est un langage universel. Vera Hartman se souviendra de ce repas pour le reste de sa vie. Pas à cause de la nourriture, parce qu'une femme mexicaine traite les prisonniers allemands avec la même gentillesse qu'elle montre à tout le monde. Le Troisième Reich disait que c'était impossible. Le Troisième Reich avait tort. Samedi soir, Camp Earn, la salle de loisirs se remplit de musique. Pas de marche militaire, pas d'hymne nazi. Bob Wills et ses Texas Playboys à la radio. Western Swing, le son de l'Amérique en 1943. Après que l'Italie ait changé de camp en septembre 1943, les prisonniers italiens ont gagné plus de liberté. Ils pouvaient assister à des danses locales, chaperonnées et surveillées. Les prisonniers allemands regardaient avec envie. Certains camps ont par la suite autorisé des événements sociaux soigneusement surveillés. Toujours surveillés, toujours contrôlés, mais quand même une tranche de normalité en temps de guerre. Les prisonniers forment des groupes, apprennent des chansons américaines, certains en écrivent de nouvelles. Une fusion étrange de mélodies folkloriques allemandes et de musique western swing qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Les lettres envoyées à la maison créent leur propre crise. Que peuvent-ils écrire ? Comment peuvent-ils décrire cela à des familles qui souffrent des bombardements alliés, à des mères qui font la queue pour les rations, à des épouses qui n'ont pas vu de viande depuis des mois ? Friedrich Baker écrit à sa femme à Hambourg. « Les Américains ne sont pas ce qu'on nous a dit. Ils nous ont donné des vêtements chauds et de bonnes bottes. Nous mangeons de la viande tous les jours. J'économise mes salaires. Quand je rentrerai à la maison, nous aurons de l'argent. » Ils ne mentionnent pas l'abondance qui les entoure, les voitures que possède chaque fermier, les lumières électriques qui brûlent toute la nuit, les magasins remplis de marchandises. Comment pourraient-ils ? Elles ne le croiraient pas. Les censeurs ne laisseraient pas passer de toute façon. Camp McLean, près d'Amarillo. Ici, les cow-boys ne sont pas métaphoriques. Ils sont réels et ils ont besoin d'aide avec des milliers de têtes de bétail. L'éleveur, Thomas Anderson, examine ses nouveaux travailleurs. Pilote de la Luftwaffe, équipage de Panzer, marin de U-boat. Pas un seul n'a jamais vu une vache de près. Il soupire. Cela va être intéressant. Il commence par les bases. Comment approcher un cheval ? Comment tenir une corde ? Comment ne pas se faire botter, mordre ou piétiner ? Les Allemands sont terrifiés par les animaux sont méfiants envers les Allemands. C'est une méfiance mutuelle à première vue. Mais Anderson est patient. Son propre fils pilote des B-17 au-dessus de l'Allemagne. Ces garçons devant lui sont les fils de quelqu'un aussi. Ennemis ou pas, ils sont là, et le bétail ne se soucie pas de politique. En quelques semaines, quelque chose de magique se produit. Les Allemands se mettent à l'élevage comme s'ils étaient nés pour cela. Peut-être est-ce leur discipline militaire, peut-être est-ce leur esprit d'ingénieur qui apprécie la logistique du déplacement du bétail. Peut-être est-ce simplement que travailler avec des animaux est honnête d'une manière que la guerre ne l'a jamais été. L'Oberfeldwebel Erich Schmidt devient le meilleur cavalier d'Anderson. Il peut attraper au lasso, marquer et soigner le bétail avec les meilleurs d'entre eux. Le soir, il dessine le paysage. Mesa au coucher du soleil, Longhorns contre le ciel, cow-boys et Allemands travaillant côte à côte. Des images qui seraient impossibles partout ailleurs dans le monde. En 1943, dimanche matin dans les camps, les prisonniers allemands tiennent leur propre service religieux. Des ministres luthériens, des prêtres catholiques parmi les prisonniers de guerre dirigent le culte. L'armée américaine fournit des cantiques, du matériel religieux, la liberté de religion même pour les ennemis. Certains camps organisent des permis spéciaux pour que les prisonniers assistent aux églises locales pendant les fêtes. Noël 1944. Une poignée de prisonniers allemands sont assis dans les derniers bancs d'une église américaine. L'hymne est Douce nuit, originellement Stille Nacht en allemand. Ils connaissent chaque mot. Au troisième couplet, certains pleurent, non de tristesse, du choc d'être traités comme des êtres humains en terre ennemie. Le 23 décembre 1944, camp Papago Park, Arizona, 25 marins de U-boat creusent depuis 3 mois. Leur tunnel s'étend sur 54 mètres au-delà de la clôture. Ce soir, ils s'évadent. Le plan est brillant dans sa stupidité. Flotter sur la rivière Salt jusqu'au Mexique. Vivre libre jusqu'à ce que l'Allemagne gagne la guerre. Ils ont construit un bateau pliable, étudié des cartes, économisé de la nourriture. Tout est prêt. Le capitaine de corvette Hans Werner Krauss mène la marche. Ils émergent dans le désert de l'Arizona sous une pleine lune. Liberté. Ils courent vers la rivière et s'arrêtent. La rivière Salt est sèche.
complètement sèche. Pas une goutte d'eau, juste du sable et des rochers. Les cartes dataient de 1880, avant les barrages, avant l'irrigation. Leur bateau est inutile, leur plan est mort. Ils se dispersent dans le désert. En quelques heures, ils sont perdus. Le désert de l'Arizona en décembre est glacial la nuit, brûlant pendant la journée. Ils n'ont pas d'eau, pas de vraie nourriture, aucune idée d'où ils sont. L'Unteroffizier Johann Kremer trébuche dans une station-service près de Phoenix. Il est libre depuis 3 jours. Il a des coups de soleil et déshydraté, hallucine. Le pompiste, un vieil homme nommé Pete, lui donne de l'eau, lui fait un sandwich, puis appelle les autorités. Pendant qu'ils attendent, Pete partage son café, parle à Kremer de son propre fils dans le Pacifique, les fils de 2 pères, l'un perdu dans le désert, l'un perdu dans une guerre. Le capitaine Jürgen Wattenberg va le plus loin jusqu'au centre-ville de Phoenix. Il est assis dans la rue Van Buren le 28 janvier quand un balayeur de rue remarque son accent. La police le trouve épuisé, nostalgique, prêt à retourner. Même évadé, l'Amérique est toujours l'Amérique, abondante, confortable, impossible à haïr. Printemps 1945. La guerre en Europe se termine, dans les camps l'humeur change, les lettres de la maison cessent d'arriver, les villes sont en ruine, les familles sont dispersées ou mortes. Vers quoi revenir ? Thomas Anderson fait une offre à ses cow-boys allemands. Il souhaite qu'ils puissent rester, travailler au ranch. Il les parrainerait s'il le pouvait. Le salaire serait bon. 100 $ par mois plus le gîte et le couvert. Plus qu'il ne gagnerait en Allemagne si l'Allemagne existe encore. Mais la convention de Genève est claire. Les prisonniers doivent être rapatriés. Aucune exception. Ils doivent rentrer chez eux. Mais rentrer vers quoi ? Occupation soviétique ? Ruine ? Famine ? Les éleveurs à travers le Texas, le Nouveau-Mexique et l'Arizona écrivent à leurs membres du Congrès. Ce ne sont plus seulement des prisonniers. Ce sont des voisins, des amis, les meilleurs travailleurs qu'ils aient jamais eus. Mais la loi est la loi. Le 8 mai 1945, jour de la victoire en Europe, l'Allemagne se rend. Au camp Hearn, les prisonniers écoutent la radio en silence. Leur pays a disparu. Le Troisième Reich qui devait durer 1000 ans a duré 12. Tout ce pourquoi ils se sont battus est cendre. Mais quelque chose d'autre est né dans ces camps, sur ces ranchs, dans ces églises. Compréhension, amitié, un avenir différent de ce que quiconque imaginait. Ce soir-là, John Davidson apporte une bouteille de whisky au camp. Bon bourbon, d'avant-guerre. Il le partage avec Wilhelm Müller et les Allemands qui ont travaillé ces champs. Ils boivent à la fin de la guerre, aux morts de tous les côtés, à tout ce qui vient ensuite. Müller lui dit par l'intermédiaire d'un interprète qui n'est plus nécessaire qu'il veut revenir quand il le pourra, s'il le peut. L'Amérique lui a montré quelque chose que l'Allemagne n'a jamais fait. Que la force ne nécessite pas de cruauté, que le pouvoir n'exige pas la haine, que les ennemis peuvent devenir amis sur les champs de coton et les voyages avec le bétail. Le rapatriement commence en 1946. Les trains inversent leur voyage vers l'Est vers les ports, les navires vers l'Europe, de retour vers une nation détruite. Mais les Allemands emportent quelque chose avec eux. Des connaissances, pas des secrets militaires, quelque chose de plus puissant. Ils savent comment les Américains cultivent, comment ils s'organisent, comment ils travaillent. Ils ont vu l'abondance américaine et comprennent que ce n'est pas de la magie. Ce sont des méthodes, des machines, de la gestion, des choses qui peuvent être apprises, copiées, adaptées. Plus important encore, ils connaissent les Américains, pas les caricatures de propagande, de vrais Américains. Thomas Anderson leur apprenant à monter à cheval. Rosa Martinez servant de la soupe supplémentaire. John Davidson leur serrant la main. Pete donnant de l'eau à un prisonnier évadé. Quand il raconte ces histoires en Allemagne, personne ne les croit. Les Américains traitant les prisonniers mieux que l'Allemagne ne traitait ses propres soldats. Impossible. Les payer, leur enseigner des compétences, partager leurs églises, fantaisie. Mais les preuves sont accablantes. 425 000 prisonniers de guerre allemands ont travaillé dans les fermes américaines de 1943 à 1946. Ils ont récolté des millions de dollars de culture, cueilli du coton à la tonne, sauvé des récoltes entières qui auraient pourri. Le miracle agricole américain qui a nourri l'effort de guerre allié. Les prisonniers allemands ont aidé à le rendre possible. En 1950, quelque chose de remarquable se produit. Les lois sur l'immigration changent, les anciens prisonniers peuvent revenir.
5000, ils montent à bord de navires à Hambourg et Brême, pas en tant que prisonniers cette fois, en tant qu'immigrants, cherchant l'Amérique qu'ils ont trouvée en captivité. Un ancien sergent de l'Africa Corp retourne au Texas en 1951. John Davidson l'attend à la gare. Même poignée de main, prise plus forte. Pas besoin de traducteur maintenant, son anglais est parfait. Accent texan. Il ressemble à un cow-boy. Il épouse une fille du coin, ouvre un atelier mécanique, répare des tracteurs et du matériel agricole. Son fils ira à Texas A&M, étudiera l'agriculture. Son petit-fils servira en Afghanistan, armée américaine, 82e aéroportée. La transformation est complète. Un autre retourne en Arizona. Thomas Anderson a du travail qui l'attend. Le meilleur cavalier qu'il ait jamais formé. Finalement, cet homme achète son propre ranch, 200 hectares près de Tucson, élève des quarter horses, gagne des prix dans les foires d'État. Ses voisins connaissent son histoire, ils s'en fichent. En Arizona, on vous juge sur votre façon de travailler, pas sur votre origine. Même l'un des évadés de Papago Park revient légalement, ouvre une petite entreprise à Phoenix, non loin de l'endroit où il a été capturé. L'ironie n'échappe à personne. Des décennies plus tard, d'anciens prisonniers de guerre reviennent visiter les camps. Ils apportent des albums photos. Jeunes hommes en uniforme de la Wehrmacht, apprenant à cueillir le coton, apprenant à attraper le bétail au lasso, apprenant que leurs ennemis étaient humains. Lors d'une réunion, un éleveur âgé se lève pour parler. Sa voix est plus faible, mais son message est clair. Vous les garçons êtes venus ici en tant qu'ennemis. Vous êtes partis en tant qu'amis. Vous êtes revenus en tant que famille. C'est la façon américaine. C'est la façon cow-boy. C'est la façon humaine. Les applaudissements durent 5 minutes. D'anciens ennemis qui s'embrassent. Pas un œil sec dans la salle. Les chiffres racontent une histoire. 425 000 prisonniers de guerre allemands. 700 camps dans 46 États. Des millions de dollars en main-d'œuvre agricole. 5 000 retournant finalement en tant qu'immigrants. Mais la vraie histoire n'est pas dans les statistiques. Elle est dans les transformations. Des soldats nazis devenant des cow-boys texans. Des ennemis devenant des voisins. La haine dissoute par l'hospitalité. La propagande brisée par la simple gentillesse humaine. Les Allemands s'attendaient à la barbarie américaine. Ils ont trouvé l'abondance américaine. Pas seulement l'abondance matérielle, l'abondance d'esprit. La confiance d'une nation si sûre d'elle qu'elle pouvait se permettre d'être généreuse envers ses ennemis, si forte qu'elle pouvait faire preuve de miséricorde. Dans sa dernière lettre du camp McLean, un prisonnier de guerre a écrit à sa mère « Les Américains sont des cow-boys, comme Goebbels l'a dit, mais il ne nous a jamais dit que les cow-boys pouvaient être bienveillants. Il ne nous a jamais dit qu'ils partageraient leur nourriture, leurs compétences, leur humanité. Il ne nous a jamais dit qu'ils nous apprendraient à monter à cheval et à réparer des tracteurs. Il ne nous a jamais dit qu'ils nous serreraient la main. Il ne nous a jamais dit la vérité sur quoi que ce soit. La vérité était plus simple et plus profonde que toute propagande. Dans l'Ouest américain, les prisonniers de guerre allemands ont découvert quelque chose qui transcendait la nationalité, l'idéologie et la guerre elle-même. Ils ont découvert que les ennemis ne sont que des étrangers aux côtés desquels vous n'avez pas encore travaillé, que la haine ne peut pas survivre à une récolte, que l'humanité est plus forte que n'importe quel uniforme. Ils sont venus en tant que guerriers du Troisième Reich, ils sont partis en tant que cow-boys. Et dans la poussière des champs de coton du Texas, les ombres des mesas du Nouveau-Mexique, le soleil du désert de l'Arizona, ils ont appris la leçon la plus dangereuse possible pour une idéologie totalitaire. Ils ont appris que leurs ennemis étaient humains et qu'ils l'étaient aussi.